Aujourd'hui, nous parlons de données temporelles, du time series en anglais. C'est quoi, à quoi ça sert, quels sont les outils que vous pouvez utiliser? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, toutes les semaines, vendredi matin, un rendez-vous qui est habituel pour nombreux d'entre vous depuis près de 4 ans maintenant. Vous êtes nombreux à nous télécharger dans les applications de podcast. Merci de vous être abonnés. Vous nous retrouvez sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, j'en passe, c'est des meilleurs. Et sur le web également, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez les notifications tous les vendredis matins. Aujourd'hui, on parle data et d'un type de données bien spécifique, les données temporelles. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, mais Michael va me corriger si ce n'est pas comme ça. Mon invité, c'est Michael Aoro. Michael, tu es Principal Solution Architect chez AWS, attaché aux services liés à l'industrie. Tu es auteur également d'un livre sur le sujet que vous trouverez chez Amazon, mais dans toutes les bonnes librairies également, qui s'appelle Time Series Analysis en AWS en anglais, et je mettrai les liens dans les notes du podcast. Donc tu étais l'expert désigné pour moi pour parler de Time Series. Peut-être qu'avant de parler de Time Series, c'est quoi les services AWS liés à l'industrie? Eh bien, bonjour à tous. Ce sont des services notamment qui viennent alimenter toutes les pratiques de maintenance prédictive, donc des services qui permettent d'analyser les séries temporelles, les données de capteurs, donc des services tels que Lookout for Equipment pour détecter des anomalies, ou Monitron qui est un système complet avec des capteurs, une gateway et des services d'analyse de données. Je me souviens, j'avais écrit le blog post de lancement de Monitron il y a quelques années déjà. Je mettrai le lien dans les notes du podcast aussi, même si c'est un blog en anglais. Alors, des données Time Series, c'est quoi? Question bateau pour commencer. Pas si bateau que ça. D'un point de vue mathématique, une série chronologique est une séquence discrète de points de données qui sont ordonnés par ordre chronologique. Alors, il y a 3 termes importants dans cette définition: séquence, discrète et chronologique. Alors, séquence, c'est une séquence de points de données. Chaque point de données peut prendre une valeur unique. Ça peut être un binaire, un entier, une valeur réelle. Ça, c'est la partie facile. Discret. Là, c'est peut-être moins évident. Même si les phénomènes qu'on mesure sont continus d'un point de vue physique, la température extérieure va être une variable continue. Le temps peut effectivement s'étendre sur toute la droite des nombres réels. En revanche, les données de série temporelle sont généralement générées par des systèmes qui vont capturer ces points de données avec un certain intervalle. Un capteur de température, pour prendre le même exemple, peut par exemple effectuer une nouvelle lecture de température toutes les 5 minutes. L'intervalle de mesure est généralement régulier. Les points de données seront également espacés dans le temps, mais le plus souvent, ils sont irréguliers, surtout quand on récupère des données d'un client de nos capteurs. Et le dernier point important, c'est chronologique. Cette séquence de points, elle est naturellement ordonnée dans le temps. Si on devait effectuer une analyse de données de série chronologique, on observera généralement que les points de données rapprochés dans le temps sont plus étroitement liés que des observations extrêmement éloignées. Et en fait, c'est cet ordre naturel que, en machine learning par exemple, on va essayer d'aller exploiter. On va essayer d'apprendre des valeurs passées d'une séquence donnée, en faisant attention de ne pas essayer de regarder les valeurs futures pour prédire le futur, justement. Donc ça paraît évident lorsqu'on prévoit effectivement des valeurs futures d'une séquence, qu'on va regarder que le passé, mais ça reste très important pour d'autres cas d'utilisation. Détecter une anomalie en regardant une chaîne complète, ça peut effectivement entraîner des biais et des fuites de données. Donc voilà pour la définition. Alors, très clair, merci. Quels sont les cas d'utilisation? Quels sont les systèmes qui génèrent des time series, des données temporelles? Tu as parlé de capteurs et j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de capteurs, mais peut-être d'autres exemples en tête également. Effectivement. Alors après, un capteur, ça peut être le capteur physique, un capteur de température, un capteur de pression, mais ça peut être n'importe quel type d'instrument qui sert à capturer des données. Dans un système informatique, sur un serveur, on va avoir des services qui vont capturer la santé d'une machine. On peut les voir comme des capteurs également. Tous les logs sont générés aussi par des services informatiques, des services technologiques qui vont aller capturer des informations et les enregistrer dans un système par ailleurs pour qu'on puisse les traiter.
Par exemple, CloudWatch est un système qui permet de collecter, de loguer des données. En tant que tel, on pourrait très bien le considérer comme un capteur de la santé de vos services cloud. Et après, on a effectivement la panoplie de capteurs physiques sur un système, bien sûr. Mais je suppose qu'on ne traite pas les données de la même façon quand il s'agit d'un log. Typiquement, moi j'associe ça avec des données texte. Un capteur va m'envoyer des données numériques. On ne parle pas de même usage, de même outil. C'est quand même des cas d'utilisation distincts au sein du monde Time Series. Ça sert à quoi? Tu as parlé d'anomalies, tu as parlé de tendances, donc de prévision également. Ce sont les 3 grandes catégories dans lesquelles on peut utiliser du Time Series. Alors effectivement, les séries temporelles, on va les utiliser pour... les premiers cas qui viennent à l'esprit sont effectivement les prédictions, les prévisions, détecter ou on va dire fournir des tendances. Donc je prends un exemple, je vends des glaces, j'adore les glaces, ça va être la saison qui va recommencer. Encore un peu de temps. J'adore les glaces, je regarde mon historique de vente des dernières 5 années et je prédis combien de glaces vanille je vais vendre en fonction d'autres paramètres aussi peut-être. Et pour reprendre le même exemple, si tu regardes tes données et que tu te rends compte qu'il y a un pic de vente de glace vanille au mois de décembre, tu peux peut-être te dire, tiens, ça c'est une anomalie. Donc on peut regarder les données temporelles pour analyser et comprendre des éventuelles anomalies. Et dans le monde industriel, ça serait quoi alors? Dans le monde industriel, on va faire la même chose. On va avoir effectivement des besoins de détection d'anomalies, mais surtout de prédiction. Donc, est-ce que le système est capable de me dire quand est-ce qu'une défaillance va arriver, afin que je puisse planifier, d'avoir les bonnes pièces détachées au cas où cette panne se manifeste effectivement, de prévoir et de planifier la maintenance plutôt que d'être en mode réactif, donc d'aller vers effectivement la maintenance prédictive. Ça sert également à prédire des anomalies effectivement dans le produit lui-même. On est en train de fabriquer une pièce d'avion, des glaces. J'ai eu la chance de visiter l'usine Magnum il y a quelques années. On va avoir effectivement des besoins de qualité de produit final. Et donc, ça va être important de prédire, on va dire, les causes ou de prédire quand est-ce que je vais avoir un produit qui risque d'être de mauvaise qualité et sur lesquels j'aurai des plaintes clients. Donc, c'est deux use cases séparés aussi. L'un, c'est de la détection d'anomalies pour détecter des pannes avant qu'elles n'arrivent. L'autre, c'est pour en contrôle qualité, plutôt anticiper les problèmes qualité de production. Et donc, ça veut dire que si je prends l'exemple d'un moteur qui tourne dans une usine quelconque, en mesurant sa température, sa vitesse, ses vibrations, on peut prévoir quand il va tomber en panne. On peut essayer en tout cas. Donc c'est tout le travail et la difficulté, c'est que les capteurs mesurent une réalité qui est forcément incomplète. Un moteur, on peut mesurer sa vitesse, on peut mesurer la température, on peut mesurer la vibration à différents points, mais ça reste qu'une simulation, qu'une approximation de la réalité de l'ensemble des paramètres qui peuvent régir sa vie. Et donc la difficulté est d'être capable de trouver, d'identifier des capteurs et donc on va dire des informations, des enseignements qui sont extraits de ces séries temporelles qui sont les plus pertinents possibles par rapport aux anomalies ou aux problèmes qu'on veut effectivement traiter. On parlera des outils dans un moment, mais il y a ma curiosité qui m'amène une question immédiate là, c'est est-ce que ça passe par de l'apprentissage machine avec de la labellisation? Est-ce qu'il y a des humains qui doivent dire tiens, ça c'est une time series d'un moteur qui est tombé en panne, et c'est comme ça qu'on apprend au système à reconnaître les événements passés parce qu'il y a un humain qui a labellisé les données, ou est-ce que le système apprend tout seul vraiment? Ça marche comment? On peut le faire avec un humain qui labellise. Par contre, ça demande une certaine expertise. Il faut être capable de tracer des séries temporelles et de se dire, tiens, ça, là, je vois que c'est tel type d'anomalie qui va mener à telle panne. Donc, ça demande une expertise qui est importante et ça demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, on essaie de travailler de plus en plus avec des apprentissages qui sont non supervisés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas demander à l'humain de l'information, en tout cas pour commencer. En revanche, on va intégrer des boucles de feedback. C'est-à-dire qu'on va dire au système, écoute, on te dit rien, dis-nous ce que tu trouves, et nous, en réponse, on te dira si c'est correct ou pas. Donc, on a effectivement quelque chose qui est peut-être semi-supervisé, mais qui initialement est complètement non supervisé. Alors, quand j'avais
quand j'étais plus jeune, que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé comme consultant dans une banque et la réponse à toutes nos questions, c'était mettez ça dans la base de données Oracle. Alors je dis Oracle, c'est une marque, mais base de données relationnelle. Et naïvement, je me dis, mes données de mes capteurs, je peux les mettre dans une table, je fais une table et je rajoute un record à chaque fois qu'il y a un nouvel événement qui arrive. C'est quoi le challenge pour traiter des données time series? Est-ce qu'on peut mettre ça n'importe où? Est-ce qu'il y a besoin d'outils spécifiques? Il y a plusieurs challenges que je vois au quotidien chez les utilisateurs, chez les clients avec qui je travaille. On a des challenges techniques, donc comme celui que tu viens effectivement de mentionner, comment stocker les données, comment les traiter. On a aussi beaucoup de challenges liés à la visualisation. Je suis toujours très étonné quand je rencontre des utilisateurs et qui me disent nous, on n'a jamais vu nos données. On les collecte depuis 10 ans, mais on les regarde pas. On les a jamais vus parce qu'il y a trop de volume. Et puis, même si on les regardait, on a 10 000 signaux. On ne sait pas comment faire pour effectivement tracer. Donc, on a des gros problèmes de visualisation. On a aussi une problématique liée au comportement. Et ça, on va toucher. Mais pour revenir au challenge technique, le premier challenge, c'est qu'on n'a pas de format standardisé pour structurer les données de série temporelle. On peut avoir un fichier, plusieurs fichiers, une table, plusieurs tables. On peut avoir un fichier par signal avec éventuellement un index différent. Si on a des timestamps qui ne sont pas alignés d'un capteur à l'autre, un qui prend des données toutes les 5 minutes, l'autre qui prend toutes les heures, l'autre qui prend un peu quand il veut. On peut avoir plusieurs fichiers pour couvrir une période de temps donnée, un fichier par jour, un fichier par mois, un fichier par semaine. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, en termes de stockage, on va retrouver beaucoup de fichiers CSV, des formats natifs Excel. Quand je tombe dans des organisations plus structurées, on va tomber sur des fichiers Parquet, des fichiers HDF5, donc des formats, on va dire, plus compacts, plus efficaces, et tout un tas de bases de données relationnelles ou pas. Ces 2 dernières années, j'ai travaillé, je pense, sur une 60aine de projets et je ne me suis pas retrouvé 2 fois dans la même situation. Donc ça peut être assez frustrant, mais du coup, ça peut paraître plus difficile de capitaliser sur ce type de projet que sur un projet de computer vision. Mais c'est d'autant plus important. Et sur le stockage, il y a pas mal de choses en fait qui sont faites aujourd'hui avec des bases de données, on va dire spécialisées, des bases de données orientées série temporelle. On peut penser à InfluxDB, on peut penser à Amazon TimeStream, qui ont effectivement on va dire des spécialités. C'est-à-dire que leur capacité, c'est non seulement de stocker effectivement, on va dire des données de série temporelle, mais surtout d'être optimisé pour ingérer parfois des millions de points de données par seconde. Si on veut optimiser sa base effectivement relationnelle, sa toile relationnelle pour ingérer à cette vitesse-là, on va avoir un travail significatif à faire. Avec ce type de base, on va dire une fonctionnalité, on va dire la première fonctionnalité qui est intéressante, c'est les agrégations automatiques et périodiques. C'est-à-dire, prenons un cas où tu as 2 applications qui ont des besoins différents. Si tu prends une machine, prenons le moteur de tout à l'heure, on mesure des vibrations. Dans une de tes applications, tu vas t'intéresser au niveau de vibration dans une certaine direction et tu veux en mesurer le maximum sur des tranches de 10 secondes. Ce qui t'intéresse, c'est de dire, s'il y a un pic violent qui arrive, je vais être immédiatement notifié pour arrêter la machine. Et puis avec une autre application, tu vas calculer une valeur moyenne, on appelle ça une valeur RMS, un root mean square, mais globalement c'est une valeur moyenne que je vais prendre sur toutes les 5 minutes pour effectivement aller extraire des tendances, extraire des choses plus intenses. Et avec des bases relationnelles, je dis voilà, j'ai 2 requêtes différentes, je vais peut-être stocker ça à une forte granulométrie toutes les 10 secondes, et puis je vais faire une autre table pour la stocker, effectivement faire la moyenne sur 5 minutes, et puis je vais maintenir ces 2 tables en permanence à jour, et puis dans les requêtes, en fonction de mon cas d'usage, je vais aller taper sur la bonne table. Jusqu'au jour où j'ai une 3e requête qui me donne, tiens, on a besoin de faire des analyses sur plusieurs années, et puis sur peut-être toutes les 2 heures ou tous les jours. Rebelote. J'ai fait une 3e table, etc. Et chaque fois dupliquer les données aussi, etc. Ouais. Avec une base de données série temporelle, la première fonctionnalité qu'on a, c'est cette agrégation, c'est-à-dire qu'on peut gérer ces vues ad hoc. Donc c'est la base qui va se charger de créer ces vues, de les maintenir de manière, on va dire à jour, de manière complètement transparente pour le développeur. Donc le développeur, il va taper avec une seule requête, toujours la même,
et ce ne sera pas à lui d'aller optimiser, on va dire, les index, les tables, la création de tables, de vues, etc., en fonction de la granularimétrie des données qui l'intéressent. Ça, c'est une des fonctionnalités qui est intéressante et qui est effectivement très difficile à mettre en œuvre sur une base de données relationnelle quand on veut passer à l'échelle ou simplement maintenir dans le temps. Il y a plusieurs services, plusieurs outils qui permettent de stocker plusieurs bases de données, time series, tu en as cité quelques-unes. Chez nous, c'est Amazon TimeStream, si je ne me trompe pas. Si vous remontez dans les épisodes du podcast, il y a quelques semaines, il y a un épisode du podcast sur QuestDB, qui est une autre base de données spécialisée time series, par un de nos partenaires. Donc le relationnel, c'est pas un bon outil pour stocker ces données time series. Pour des données à faible volumétrie, c'est pas forcément très grave. On peut utiliser des bases de données relationnelles, bien entendu. J'ai aussi vu des cas d'utilisation de DynamoDB ou de typiquement Cassandra, donc des bases de données SQL. Alors, on va utiliser plutôt des anti-patterns, donc des choses qu'on ne fait pas habituellement sur Dynamo pour d'autres types de données, mais ça marche plutôt bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est la capacité de monter en volumétrie, de s'adapter. Donc, si on a à la fois des données de série temporelle, mais aussi des données contextuelles et qu'on veut avoir une seule base de données pour ça, Dynamo ou Cassandra, ce type de base peut être effectivement une bonne alternative. Ça demande un petit peu plus d'efforts de design et d'architecture, mais ce sont aussi de bonnes alternatives. Donc il y a la problématique de stockage et d'accès aux données avec les fonctions vraiment spécifiques sur des agrégations de temps que tu as citées. Mais je suppose, tu as parlé de gros volumes, donc je suppose que l'ingestion des données, c'est un challenge en soi aussi. Si j'ingère des logs, par exemple, je peux avoir des pétabytes de logs par jour à des rythmes énormes. Si j'ai une grosse usine et plein de capteurs, est-ce que les bases de données importent ou sont capables d'ingérer ça, ou est-ce qu'on passe par des systèmes front-end? Je pense à du Kafka, du Kinesis chez nous, des choses comme ça. On peut avoir effectivement des systèmes front-end, mais effectivement comme Kinesis, qui vont effectivement permettre de streamer les données, d'avoir des buffers, effectivement de gérer tout ça de manière, on va dire, à pouvoir passer à l'échelle. L'avantage des bases de données orientées série temporelle, c'est qu'elles intègrent effectivement cette capacité d'ingestion à très forte volumétrie. Donc, TimeStream peut effectivement ingérer des millions de points de données par seconde, ce qui répond effectivement à déjà pas mal de besoins, même sur des échelles très importantes. Et ça fait partie aussi on va dire, des choses en moins qu'on a à faire quand on fait le choix de ce type de base de données, comparé à une base de données relationnelle. Là, clairement, sur une base de données relationnelle, lui envoyer plusieurs millions de points de données par seconde et espérer avoir les agrégations qui se font effectivement en temps réel, ça devient effectivement un gros travail d'architecture, un gros travail sur le front-end. Oui, c'est pas conçu pour. C'est pas conçu pour. Et donc là, il y a beaucoup de travail. C'est intéressant, mais ça peut être une perte de temps quand même. Est-ce qu'à contrario, c'est un anti-pattern si tu vois chez un client un Kinesis avec beaucoup de travail d'agrégation sur le Kinesis pour au final débarquer dans une base de données relationnelle? Est-ce que c'est un signe qu'il devrait peut-être passer sur du time series? On a une dette technique qui va effectivement s'accumuler. Et donc ça, tout dépend, on va dire, de la capacité à maintenir ce type de système sur le long terme. Là, c'est vraiment une question de bande passante. C'est une question effectivement de truc. Donc là, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant de mener une analyse d'architecture et voir si ce type de base pourrait pas permettre de réduire les coûts de maintenance, les risques. Et puis effectivement, plus le système est complexe, plus on a des risques de panne de toute façon. Et puis ça devient de plus en plus difficile effectivement à diagnostiquer. Alors on a parlé ingestion, on a parlé query, entre les deux il y a le stockage. Ce sont des données qui périssent rapidement, non? Ce sont des données, souvent on est intéressé par avoir des agrégations, comme tu l'as dit, sur des périodes de temps relativement récentes, mais les données d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, même d'il y a quelques mois, est-ce qu'elles sont tout aussi intéressantes? Donc il y a une forte dualité entre les données sur lesquelles on travaille et les données froides? Il y a une très forte dualité et encore une fois, c'est une des fonctions des bases de données de série temporelle, c'est qu'elles vont avoir effectivement ces deux compartiments, chaud et froid, parfois un peu plus, mais pour simplifier, chaud et froid, où effectivement les queries sur le compartiment chaud vont être extrêmement rapides avec les données effectivement qui sont à la plus forte granulométrie et des paramètres pour avoir des compartiments de données froides
qu'on va effectivement mettre de côté, qu'on va agréger et qu'on va stocker sur des systèmes qui vont être un peu moins réactifs parce qu'on en a besoin peut-être pour faire des analyses de données historiques, mais plus pour des données de temps réel, de visualisation, on va dire à très forte réactivité. Et l'avantage de ce type de base, c'est que encore une fois, ce type de fonctionnalité, ce passage d'une donnée froide, puis tiède, puis chaude et vice versa, va être effectivement opéré par la base de données elle-même. C'est vous qui allez mettre vos critères en disant, moi, mes données, si je prends mes données d'usine, je vais pouvoir avoir des dashboards qui sortent en temps réel dans mes usines pour les données de la semaine dernière, du mois dernier. Par contre, le reste, c'est seulement à la demande. Ça arrive effectivement une fois par mois quand le chef de moi pose une question. Mais on va pas avoir effectivement de besoin très réactif. Donc, est-ce que automatiquement on peut mettre ça dans un compartiment qui va être peut-être moins coûteux en termes de stockage, évidemment, mais également peut-être un peu moins réactif, mais c'est pas très grave parce que c'est juste un analyste qui a besoin de faire une requête de temps en temps. On est plus sur les dashboards opérationnels qui vont permettre de piloter l'usine. Et typiquement, les engins de base de données sortent les données ou les gardent dans des tiers de stockage différents? Je pensais à un export automatique vers un Redshift, par exemple. Non, il les garde. Ou un Athena, il les garde. Comme ça. D'accord. Après, on peut aussi effectivement mettre des cycles de temps, des gestions de temps de vie où on va avoir la capacité de dire, là, au bout de 2 ans, tu supprimes toutes les données. Ou, à contrario, tu les archives sur glacier. Et puis on ira les chercher quand on viendra sur si un jour on en a besoin. Ce qui peut arriver assez souvent dans l'industrie, parce qu'on a des réglementations pour tout ce qui concerne effectivement la santé, la safety. Les données d'un avion, les données d'essai d'un avion doivent être gardées jusqu'à la fin de vie de l'avion, donc 30 ans, 40 ans. 40 ans ou 50 ans. On parle pas mal de nucléaire en ce moment, pareil, les données de simulation, de tests sur les installations nucléaires, c'est plutôt 50 ans. Sur tout ce qui est traitement des déchets, c'est plutôt 100 ans. Donc là, on est sur des données effectivement qui sont très froides. Dans la santé, la conception des médicaments, la conception aussi la fabrication des farines infantiles. Donc tout ça, ce sont des données qu'on doit garder très longtemps, mais que personne ne nous demandera peut-être jamais. Je devrais faire un épisode du podcast là-dessus, sur l'archivage à long terme des données, parce que quand on pense à l'informatique qu'elle était il y a 50 ans, c'était le Parc Xerox, c'était l'Alto, c'était les mainframes et les mini d'IBM, le floppy n'existait pas, le PC même pas. Le réseau n'existait pas, donc les systèmes de stockage de l'époque sont très différents de maintenant. Que seront nos systèmes de stockage dans 50 ans, dans 50 ans, et quelle technologie on aura pour aller lire les données qui ont été générées 50 ans avant? Mais c'est une autre... Je reviens sur notre flux. On acquiert les données, on les stocke, on a des queries d'analyse qui tournent pour analyser les données en temps réel, des agrégations, etc. Quels sont les types d'analyses justement qu'on peut faire, outre les dashboards dont on a parlé? Il y a aussi le machine learning, je suppose. Enfin voilà, quels sont les types d'analyses que tu vois chez les clients, pour quels use case et avec quels outils? Grande question. Les premières analyses, effectivement, on va avoir tout le plaisir d'un data scientist qui découvre un nouveau dataset, c'est effectivement traiter ces données. Donc, si on parle de Python, au-delà de Panda, qui reste de toute façon toujours d'actualité pour traiter ce type de données. Donc, un notebook. Voilà, un notebook qu'on a. Et notre data scientist est happy. Même si le notebook peut vite avoir des limitations sur des gros volumes de données, on en reparlera après. Mais la première librairie qui est intéressante, c'est des briques comme PyArrow pour traiter les fichiers parquets, entre autres, qui ont des fonctionnalités, ce que fait Panda, mais avec moins de fonctionnalités et moins de performance. Donc c'est vraiment une librairie qui est intéressante. Si vous voulez passer de traiter des fichiers CSV d'1 giga en 30 ou 40 secondes à plutôt une fraction de seconde, ça peut être intéressant. Comment ça s'appelle? PyArrow. PyArrow, comme tout à fait. Ok, d'accord. En termes au-delà de ça, une fois qu'on a, on va dire, j'ai ouvert mes fichiers de données, je sais effectivement les traiter, ajouter des colonnes, faire des consolidations, faire des agrégations, toute ma panoplie de traitement de données habituels, on va effectivement avoir des besoins de visualiser. Je veux voir effectivement à quoi ça ressemble.
On me dit qu'il y a des anomalies, on me dit qu'il y a des tendances, il y a des saisonnalités. J'ai besoin de le voir. Quand on fait de computer vision, on aime bien ouvrir quelques images et puis regarder un petit peu tout ça, voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pareil pour les time series. Sur un notebook, on va retrouver des visualisations classiques avec Matplotlib, ça va revenir. Par contre, dès qu'on veut quelque chose d'interactif, de dynamique, pour pouvoir zoomer, aller à droite, à gauche, des outils comme Plotly sont vraiment très intéressants. Ça permet d'être très réactif et d'aller au bon endroit. On va dire, pour aller au-delà, il faut aussi beaucoup s'intéresser à comment est-ce qu'on fait, on va dire, pour visualiser facilement des jeux de données massifs. Et ça, c'est pas simplement une question de librairie, c'est une question de pratique de visualisation. Comment est-ce que je fais pour, on va dire, tracer des signaux individuels, normaliser mes signaux pour les superposer, en avoir peut-être plusieurs dizaines à la fois sur un même écran, utiliser des strip charts pour visualiser des tendances sur plusieurs signaux à la fois sur un seul écran. Donc, il faut vraiment, quand vous construisez effectivement vos projets de time series, c'est rechercher des visualisations qui vous parlent et stocker-les comme des bibliothèques de composants. Au même titre que les routines de traitement, d'ingestion de données, de préparation, de déduplication de points de données, d'agrégation, etc. Vos bibliothèques de visualisation vont vous permettre d'avoir toujours la même pratique. J'ai une nouvelle, effectivement, un nouveau dataset de time series. Comment est-ce que je fais pour visualiser tout de suite ce qui m'intéresse? Et c'est là que les capacités du cloud deviennent aussi importantes. Si vous avez déjà essayé de tracer une centaine de séries temporelles d'une année à une minute de taux d'échantillonnage sur un notebook, vous le mettez vite à genoux et donc soit vous faites ça sur votre laptop, soit vous avez la possibilité d'aller sur le cloud et dire tiens là je sais que j'ai besoin de faire de l'analyse visuelle sur un gros volume de données. Donc pour cette phase-là, je vais prendre une grosse machine avec beaucoup de mémoire et je vais pouvoir effectivement visualiser mes données. Et une fois que j'aurai identifié, on va dire, les signaux qui m'intéressent, les parties qui m'intéressent dans le temps, est-ce que c'est le mois dernier, est-ce que c'est il y a un an, est-ce que c'est très précisément entre le 13 avril et le 17 avril 2021. Une fois que j'ai ça, je peux revenir effectivement à une machine un petit peu plus raisonnable, un peu plus modeste, mais traiter ce volume de données peut être effectivement une grosse problématique. Je l'ai au quotidien. Je me souviens qu'il y a 2 ans, je devais effectivement traiter des données en provenance d'une turbine à gaz. Donc une turbine à gaz, c'est 5000 signaux qui sont extraits à toutes les 10 millisecondes. Et j'ai récupéré 3 ans de données. Donc rien que déjà, quand j'ai... parce que c'est des données en plus qui sont très compactes. Donc le client me dit, voilà, je vous ai envoyé ça, ça fait 3 gigas. Bon, très bien, 3 gigas, ça va. Parce que quand j'ai effectivement décompressé tout ça, ça faisait plutôt 1 Tera. Et donc là, personne ne se dit, tiens, je vais faire un Matplotlib sur 1 Tera de données pour visualiser ça. Et donc là, il faut se développer des pratiques, des outils, des routines pour être capable d'analyser, de visualiser ça. Ce qui est très proche de ce qu'on faisait, moi, c'est ce que je faisais il y a 20 ans quand je faisais de la simulation numérique. Donc, je voulais visualiser des résultats de modèles de calcul aérodynamique. On pouvait pas visualiser l'avion entier. On était obligé de faire tranche par tranche. Et puis, on prenait notre slider pour aller effectivement de la pointe de l'avion, la pointe avant jusqu'à la queue. On n'avait pas la possibilité de visualiser cette big picture. Et aujourd'hui, si on prend ce volume de données de séries temporelles, souvent, on n'a pas la possibilité de visualiser cette big picture d'un coup. Il faut se développer des capacités à le faire. Et les outils managés AWS pour faire le lien sur nos services là qui peuvent aider, j'en ai 2 en tête mais je me plante peut-être complètement, c'est toi le spécialiste, tu vas me dire. SageMaker Data Wrangler pour la préparation et la visualisation des données et Glue côté data, ce sont ces services-là qui peuvent aider. J'ai plutôt tendance à utiliser Glue sur des gros volumes, notamment quand j'ai plusieurs milliers de signaux. En revanche, quand j'ai, on va dire, des données, on va dire, avec une cardinalité, on va dire, raisonnable, pas plus d'une centaine de colonnes, Data Wrangler fait très bien, effectivement, fait très bien le job, tout à fait.
à faire. Mais donc, voilà. ce sont ces outils managés qui peuvent t'aider à dépatouiller. Et après, c'est SageMaker, on va dire, tout court, où effectivement, je vais avoir des routines pour préparer. Je récupère 1 Tera de données, mais comment je les découpe, je les prépare. Moi, j'ai décidé de choisir effectivement Parquet comme mon format d'entrée. Donc, quel que soit, donc c'est Parquet avec une certaine, on va dire, un certain partitionnement. Donc, je sais que mes données, ça va être du Parquet, premièrement. Deuxièmement, un partitionnement avec année, mois, jour, puis le nom du signal. Donc, quel que soit le type de données que je reçois, si c'est du CSV, une base de données Feather, une base de données, un extrait de base SQL, ou SQLite ou autre, quelle que soit, on va dire, la structure, je vais toujours d'abord mettre dans ce format-là. Et ensuite, je sais que je pourrais appliquer toutes mes routines d'ingestion, de préparation, de visualisation. Donc, je capitalise finalement un petit peu plus loin que juste on va dire, la partie ingestion de données. Une fois que tes données sont préparées, l'étape suivante, je suppose, c'est d'entraîner des modèles. On a parlé de prédiction, de forecasting, c'est la même chose, mais c'est en anglais. Donc, de prédiction. Quels sont les outils typiques que tu vas utiliser de ce côté-là? Si vous connaissez Sklearn, vous pouvez pas faire d'impasse sur SKTime, qui est une partie effectivement spécialisée sur l'analyse de ce type de données. Je pourrais aussi nommer 2 autres librairies que j'utilise assez souvent, qui sont PYTS, PYTS, et TS Fresh, TS Fresh, Time Series Fresh. Vous scrollez dans les notes du podcast, descendez un peu dans votre application et vous verrez tous les liens, vous n'avez qu'à cliquer pour en découvrir plus. Qui permettent d'extraire des milliers de features de vos séries temporelles pour venir alimenter vos modèles en aval. Après, chez AWS, moi je travaille sur un service managé de détection d'anomalies, Lookout for Coupant, donc qui permet effectivement de prendre en entrée des séries temporelles et en sortie de prédire, on va dire, de détecter des anomalies ou pas. Donc ça permet à mes clients de passer à l'échelle sur des centaines, voire des milliers de modèles de maintenance prédictive en parallèle. J'ai un client dernièrement qui nous a demandé comment faire pour passer à l'échelle avec 100 000 modèles à traiter. Donc c'est non seulement construire et bâtir 100 000 modèles, donc avoir tout le pipeline, le framework pour ça. Automatiser. Mais également, une fois que ces 100 000 modèles sont en ligne et déployés, comment est-ce qu'on fait pour les maintenir de bonne qualité, pour détecter des drifts, détecter des problèmes dans les modèles, détecter des baisses de performance, réentraîner automatiquement, calculer des métriques. Quand on a ce volume-là, on peut plus se permettre effectivement d'avoir une petite équipe de data scientists dans un notebook, que ce soit sur SageMaker ou pas, ils vont mourir. Donc et puis c'est un travail qui met en œuvre à la fois des capacités de data scientist, d'ingénieurs DevOps, MLOps, d'ingestion, de base de données. Donc c'est vraiment des compétences, on va dire, très larges. Et donc Lookout for Coupant, qui permet de faire abstraction de tout ça, permet effectivement à un client. Je montrais la semaine dernière, j'ai montré un client avec un petit workflow qui est construit sur une machine data dans Step Function. Comment est-ce qu'il a pu faire pour, on va dire, entraîner. Il a appuyé sur un bouton et il a entraîné 1000 modèles en un quart d'heure. Donc ingérer les données, entraîner les modèles, déployer les modèles et avoir les dashboards qui sont prêts avec la notification reçue. Donc ça lui a pris un quart d'heure et ça lui a demandé surtout un coût humain je clique sur un bouton. Donc c'est ce genre de choses-là qui permettent de passer à l'échelle. Et c'est vraiment le point sur lequel on travaille beaucoup chez AWS sur nos services. C'est pas simplement pour avoir le meilleur service ou le meilleur algorithme pour détecter des anomalies, par exemple, mais c'est quel est le service qui va permettre de passer à l'échelle, parce que c'est ça qui va être important pour un industriel. Alors, détection d'anomalies, prévision, tout ça, ça passe par le machine learning, mais est-ce qu'il y a aussi, j'étais en train de me dire, est-ce que quand on fait du time series, on a forcément du machine learning derrière, ou ça peut être juste pour des dashboards de visualisation, plus dans une approche big data traditionnelle pour utiliser tout à fait. Un mot qu'on n'a plus entendu depuis longtemps. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la première étape. C'est une fois qu'on a effectivement nos données de time series qui sont stockées bien au chaud quelque part, on veut pouvoir les visualiser facilement. Donc les clients vont utiliser effectivement leurs outils, leurs dashboard habituels. Donc ça peut être effectivement c'est quoi, c'est Grafana qui a un connecteur sur TimeStream, sur Redshift, qui aura de plus en plus de connecteurs effectivement pour pouvoir se connecter à des sources de données chaudes ou froides.
On peut se connecter également si on utilise Glue et Athena sur AWS. Ça permet effectivement d'avoir les données qui sont sur Amazon S3 et de les visualiser avec un outil de BI comme QuickSight, Power BI ou autre, ou toujours Grafana. C'est pas le même usage si on parle de BI. C'est pas le même usage, pour des analystes métiers. L'important pour ces analystes, c'est d'avoir de la réactivité. Donc c'est que ils ont à avoir leurs données, on va dire habituelles, et puis à côté de ça, ils ont des données time series qui ont justement ces problématiques de forte volumétrie. Donc comment faire pour pouvoir naviguer dans ces données de manière réactive en gardant la réactivité qu'un analyste BI va pouvoir demander. Et c'est là où effectivement ça va être important de pouvoir connecter un Grafana à un outil de BI, un time stream à un outil de BI. Ça va permettre effectivement de visualiser ce type de données. Et on n'a pas besoin de machine learning, effectivement, pour ça. Voilà. Dans ces cas-là, ouais. Alors, s'il y a des développeurs, des architectes qui nous écoutent et qui, en t'écoutant parler de tous ces use cases, ces possibilités, se disent, tiens, c'est vrai, j'ai ce use case-là chez moi, ou j'ai un truc imparfait basé sur une base de données relationnelle, mais là, Michael m'a donné des idées. Où est-ce qu'on commence? C'est quoi par où on le prend? Le point d'entrée, oui, toujours le même, c'est d'un point de vue métier, c'est de comprendre le cas d'usage. Alors ça peut paraître bête, mais quand on a effectivement ces séries temporelles, on me dit voilà, j'ai besoin de les stocker, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de mettre cela. Moi j'en parle beaucoup parce que je fais beaucoup de détection d'anomalies. Ça a l'air simple comme ça, mais quand on pose la question, mais pour vous c'est quoi une anomalie, on n'a jamais la même réponse. Ça peut être un point, un outlier, un point qui est très élevé, ça peut être une tendance qui est anormale, ça peut être effectivement une valeur qui est anormale quand on la regarde par rapport à d'autres, ça peut être dans un processus de fabrication, de dire tiens là, quand je fabrique mes bonbons, je sais que ma température doit monter de 0 à 100 degrés en 10 secondes, si ça prend 5 secondes ou 50 secondes, mon produit sera pas de bonne qualité. Comprendre le cas d'usage, de toute façon driver et piloter l'ensemble de la chaîne, que ce soit sur l'ingestion, que ce soit sur le stockage, que ce soit effectivement sur la visualisation, le traitement, et ce qu'on va faire en termes de machine learning derrière. Donc ça change pas. Le premier point d'entrée, ça va être effectivement le cas d'usage. Une fois qu'on a ce cas d'usage, on peut effectivement regarder est-ce que j'ai bien les données déjà collectées pour ça. Donc ça, c'est pas toujours évident parce qu'on collecte souvent beaucoup de données, parfois sans savoir, mais on les matche pas forcément avec ce qu'on veut en faire. Et on a tendance à se dire, mais de toute façon, si j'ai les données, je peux tout en faire. Donc, quel que soit le cas d'usage, il suffit d'aller triturer les données et j'aurai ma réponse. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si on prend l'exemple de ton moteur, et voilà, je veux savoir quand est-ce qu'il a il risque de tomber en panne, et si tu mesures que la vitesse, il y a très peu de chances qu'en général tu vas te rendre compte que c'est bon, j'ai détecté la panne parce que la vitesse est nulle. Il est en panne parce que la vitesse. mais c'est trop tard. Donc ce qui est très difficile, c'est qu'on mesure souvent, on a beaucoup de mesures sur les conséquences et ce qui nous intéresse. En revanche, ce qui est plus difficile à savoir, c'est qu'est-ce que je dois mesurer pour détecter des signaux faibles qui vont mener à une panne sur le signal que moi je mesure. On prend l'exemple du moteur. Si je mesure la vibration, je vais pouvoir détecter des signaux faibles qui, à un moment donné, vont mener effectivement à une panne que je vais constater avec cette vitesse qui est nulle. Mais si je mesure que la vitesse, j'ai que les conséquences. J'ai pas les éventuels signaux faibles qui vont venir alimenter mon cas. Et ça, c'est une partie d'analyse qui est liée effectivement au cas d'usage, qui est liée aussi à discuter avec un expert du métier. Comment faire pour Être data scientist, ça suffit pas. Là, il faut parler avec les gens qui sont spécialistes de moteurs, peut-être ceux qui l'ont conçu dans cet exemple-là. Ceux qui l'opèrent, et ça, c'est une partie très importante qui reste de toute façon importante pour le data scientist ou le développeur, c'est d'être capable de faire ce pont entre un utilisateur métier et celui qui sait comment ça fonctionne. Et donc capable de compresser ces informations dans une application, dans un modèle, dans un dashboard, qui va venir servir effectivement l'utilisateur métier. Donc d'un côté le cas d'usage, de l'autre effectivement l'expert qui va pouvoir effectivement dire qu'est-ce il serait intéressant de mesurer, sachant que l'expert lui-même ne peut pas tout savoir, donc le machine learning peut aider à venir compléter et augmenter cet expert avec des insights qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais remarqué.
Et de l'autre côté, l'utilisateur final, ce qu'il va en faire, comment est-ce qu'il prend ses décisions. Et en fonction de ça, on va dire, lui, pour prendre cette décision plus rapidement, il a besoin de cette information. Et cette information, on peut la construire avec, par exemple, un modèle de forecasting pour faire des prévisions de vente de glace. Et on va lui mettre ça avec un graphe, avec une petite notification pour dire, attention, là, tu risques d'avoir un pic le mois prochain alors que c'est pas ce que tu as d'habitude. Donc vraiment l'aider à prendre ses décisions et lui donner les éléments d'explication pour dire pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une information que tu devrais prendre plus ou moins au sérieux. Prendre de meilleures décisions plus rapidement, c'était le thème de la keynote des Summit en 2022. On répétait ce message, l'analyse des données vous aide à prendre de meilleures décisions plus rapidement. Tu baignes dans le time series depuis plusieurs années, tu travailles avec les équipes industrielles d'AWS qui font des services autour de l'analyse d'anomalies, tu l'as dit. Quelles sont les tendances que tu observes pour le futur? Vers quoi va cette partie de notre industrie? Déjà, je suis très content de voir que cette partie de l'industrie exploite de plus en plus l'intelligence artificielle. C'était pas le cas ou très peu le cas il y a une dizaine d'années. Et quand je dis que c'était très peu le cas, c'était même pas envisagé. Et non, mais de toute façon, on va dire nos cas d'usage ne permettent pas de prendre en compte des probabilités données par des modèles. On a besoin de fiabilité, on a besoin de robustesse, on a besoin d'équations mathématiques, d'abac, d'ingénieurs pour nous dire quoi faire et qu'on puisse prendre les bonnes décisions et qu'on puisse expliquer ce qui s'est passé quand ça casse. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On a de plus en plus je pense que l'IA est devenue plus sérieuse, plus robuste et est capable de traiter ce genre de choses. Après, ce que je vois, c'est que les séries temporelles restent tout de même le parent pauvre de la recherche. Par exemple, aujourd'hui, on ne sait toujours pas faire de transfer learning sur des séries temporelles. Alors que c'est une évidence aujourd'hui. On parle beaucoup de fine-tuning, de ChatGPT, de fine-tuning, de grands modèles, de stable diffusion, etc. Vous prenez effectivement ces modèles et vous allez les fine-tuner sur vos propres données. On l'a pas sur les données temporelles. Ça. On peut pas dire, tiens, prends tel modèle et tu vas le fine-tuner sur tes données de vente et tu vas voir, ça va être magique. Ça, on l'a pas. Ça veut dire qu'un vendeur comme AWS peut pas venir avec des modèles pré-entraînés qu'il suffirait de fine-tuner, comme tu dis, de paramétrer pour les besoins spécifiques d'un client. Tous les clients doivent repartir de zéro. Voilà. Et ça, pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Mais c'est un manque, on va dire, pas forcément d'intérêt, mais je pense qu'il y a un besoin qui n'est pas forcément mesuré sur les séries temporelles. Je me souviens encore d'un exemple d'un collègue qui me disait, tu sais, les séries temporelles, c'est pas un gros volume de données. Sur Twitter, on a 10 teraoctets de données par an, c'était à l'époque, peut-être plus maintenant. C'était il y a 6-7 ans, donc voilà, et 10 teraoctets de données, c'est énorme. Peut-être moins maintenant. Je dis, mais tu sais, si tu prends un moteur d'avion, est-ce que tu sais combien de données il génère par vol? Et c'est 2 téra. Donc, un moteur, un vol, c'est 2 téra. Et en général, il y a beaucoup d'avions qui en ont quand même 2. Donc, chaque vol génère entre 2 et 4 téra de données, juste pour les moteurs. Je ne parle même pas de tous les autres systèmes de l'avion qui permettent de voler. Et ces volumes sont colossaux. Et je ne serais pas étonné que finalement la proportion de données de séries temporelles soit extrêmement sous-estimée dans le monde. Mais il y a un intérêt qui est beaucoup moins, on va dire, évident pour le grand public. On a des applications tardives. Je me souviens du papier Attention is all you need, donc, qui a effectivement créé les Transformers, qui sont à la base de tous les modèles modernes aujourd'hui. Le papier date de 2017. La première application des Transformers aux séries temporelles date de 2020, un seul papier, et une vingtaine de papiers en 2022. Une vingtaine, c'est rien. Si vous cherchez Transformers sur Archive, c'est plusieurs milliers de papiers qui sortent, plusieurs dizaines par jour. Là, on en a 21 sur 3 ans. C'est vraiment ridicule. Donc, je me dis que il y a une marge de progression qui est colossale. Et quelque chose que j'aimerais bien voir, c'est effectivement d'avoir des bases de données génériques comme ImageNet, mais pour les time series.
Parce que ImageNet a permis de démocratiser effectivement le computer vision pour tout un cas d'usage qui sont aujourd'hui devenus mainstream. Si on avait un time series net pour faire les avancées qu'on a pu avoir effectivement, même aujourd'hui sur les modèles de langage, les grands modèles de langage comme GPT-3 ou ChatGPT, sans ces bases de données de langage, on n'aurait jamais pu entraîner ces modèles colossaux. Le jour, on a une base de données de série temporelle qui est colossale de ce type-là. Et d'ailleurs, je lance un appel aux auditeurs. Hein, si vous avez des beaux jeux de données de série temporelle, notamment industriels, avec des grands volumes de données, et que vous souhaitez les diffuser en open source, contactez-moi. Ravi de construire ça. On a besoin d'un time series net pour pouvoir déclencher la révolution qu'on a vue sur les grands modèles de langage et les modèles de computer vision qui sont aujourd'hui complètement mainstream et intégrés à tous nos usages. Quelles sont les causes selon toi? Est-ce que c'est culturel, philosophique, comme tu l'as dit au début? Est-ce que c'est un problème technique? Moi, je pense qu'il y a de tout. Il y a un problème culturel, il y a un problème d'accès à ces données. On garde ces données pour soi, on les partage pas? Non, c'est-à-dire que on a des systèmes, si on parle de l'industrie, on a des systèmes qui collectent ces données parfois de plusieurs dizaines d'années, des historiens, des SCADA. Par contre, c'est souvent des systèmes qui sont dans l'usine, on-premise, qui sont à peine partagés avec l'IT corporate de l'entreprise. Donc, de là, pouvoir y accéder facilement, c'est déjà très difficile. Donc, on a un problème d'accès à ces données. On a un problème de volume de traitement, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le cloud, on a les capacités. On n'a plus aucune excuse sur, on va dire, les aspects techniques de stockage, de traitement, etc. Par contre, on a effectivement ce besoin de pouvoir partager effectivement ces données, d'aller les chercher. Et si on a quelques grands industriels qui commencent à partager ces données, qui sont souvent peu sensibles. Il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Ouais. On peut les anonymiser très facilement. Donc, on a effectivement ce manque-là. Une fois qu'on a ces bases de données, une fois qu'on a ces datasets, on aura forcément beaucoup de gens qui vont être intéressés et qui vont pouvoir s'amuser. Et là, on va pouvoir avoir des gens qui vont appliquer tous les papiers qui sont sortis ces dernières années. Quelqu'un qui va nous faire un chat GPT pour générer des anomalies réalistes, pour pouvoir entraîner des modèles qui ont des comportements réalistes. Ça viendra tout seul. Mais on a besoin de ces données. Le futur ne manque pas d'avenir, comme disait l'autre. Pour en savoir plus, allez dans le livre qu'a écrit Michael, Time Series Analysis en AWS. Je vous épargne le titre complet, le sous-titre est assez long, mais évidemment il y a les notes dans les notes du podcast avec le lien vers la page Amazon et puis n'importe quelle librairie également. Vous pouvez acheter et commander ce livre édité chez Pacti. Merci Michael pour tes explications très claires, très pédagogiques, très structurées. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le Time Series. Moi, j'ai appris quelque chose en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.